Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ossimètre. Nous sommes mardi 19h30, c'est l'heure du foot sournois avec nos deux spécialistes. Ce soir, Nicolas Paolorsi, pilier, ça se dit pas au foot mais ça y ressemble, de cette émission. Pour mon physique, ça. Journaliste à RMC Sport, bonsoir Nicolas. Salut, journaliste Nico. à RMC Sport, tout va bien? Ça va très bien, les Girondins ont gagné. Oui, on va en parler. La surprise générale un peu. Clément Carpentier, journaliste à 20 minutes à Bordeaux. Bonsoir Clément, merci Bonjour à d'être tous. là. Vous aussi le sourire après la victoire des Girondins ou bah la oui, surprise? ça Sourire arrive. de surprise. Ça arrive pas souvent, donc on va avoir le sourire ce lundi. On va en parler. Voici donc les débats de ce soir, ou les thèmes de ce soir, avec des questions bateau, comme pourrait dire Hatem Ben Arfa. PSG Bordeaux, l'impossible défi. Alors on met un point d'interrogation, on va voir, pour ces Girondins vainqueurs à Rennes ce week-end. Huis clos ou pas dans les stades, Frédéric Longuepé, le président bordelais, est toujours autant critiqué. Oui, mais pourquoi tant de haine? Vaste débat autour de Frédéric Longuepé. Nous parlerons équipe de France féminine avec la Charentaise d'adoption, Corinne Diacre, en première ligne dans le conflit avec les Lyonnaises, ou en tout cas Amandine Henry, en équipe de France qui joue ce week-end des matchs de l'Euro. Enfin, la suspension du foot amateur à cause du Covid-19, au moins jusqu'en janvier, voire février. Est-ce que cette suspension met en péril la Coupe de France cette saison, dont le 8e tour et les 32e de finale ont d'ores et déjà été décalés? Messieurs, on commence par la Ligue 1, par PSG Bordeaux. Premier thème du soir. Alors, est-ce qu'on met un point d'interrogation? Est-ce qu'on enlève l'impossible? Est-ce qu'on dit que Bordeaux va gagner à Paris? Non, on ne dit pas que Bordeaux va gagner à Paris, mais on se dit que Bordeaux va à Paris sans pression, parce qu'ils ont battu Rennes, parce qu'à Rennes, ils se sont rassurés dans l'état d'esprit, parce qu'on a vu enfin une équipe agressive, une équipe qui était capable de presser, une équipe qui, sur ses 2-3 occasions, a su mettre un but. Il fallait absolument marquer un but quand même, parce que Bordeaux était la deuxième plus mauvaise attaque de Ligue 1. Donc nous, on s'attendait, tous les observateurs, les supporters, avant ces deux matchs, Rennes-Paris, à ce que Bordeaux fasse 0 points et qu'on soit proche de la zone de relégation. Là, ils ont pris 3 points. S'ils en prennent 3 à Paris, au final, c'est pas si grave. Hein. C'est que du bonus, quoi. Pour l'instant, il y a déjà 3 points supplémentaires dans le tableau de marche qu'on avait prévu. Donc oui, ils y vont complètement sans pression. Ils y vont aussi avec quelques certitudes, parce qu'on peut parler défensivement. Ça commence à être une équipe quand même qui est très solide. Alors ils sont peut-être passés un peu au travers, notamment à Monaco et à Marseille. Mais sinon, ils ont 7 clean sheets, je crois, cette saison. C'est la seule équipe en Europe avec le PSG à en avoir fait autant. Donc bon, c'est solide. Donc au moment d'aller se déplacer du côté du Parc des Princes, c'est plutôt une bonne nouvelle d'être solide là-dessus. Et puis, comme l'a dit Nico, c'est surtout zéro pression. Pour le coup, ce sera du bonus, quoi qu'il se passe, samedi soir. Et avec le premier but d'Hatem Ben Arfa, il est très beau son but. Vous avez parlé de questions bateau la semaine dernière, pour savoir si on était impatient. Ça vous a marqué ça? De le voir, bah oui, un peu de le voir marquer. Il a marqué, son but est très beau. Est-ce que ça, il a mis avec Otavio, avec qui il s'était un peu frité à l'entraînement quelques jours plus tôt. Est-ce que ça va lancer sa saison à Ben Arfa à Bordeaux? C'est sûr, il en avait besoin et surtout Bordeaux en a besoin. On a vu que le schéma de jeu de Bordeaux, il est quand même clair, même à Rennes. C'est en gros, on défend bien, on est solide, comme disait Clément. Et après, on donne le ballon à Ben Arfa ou à Kalou et c'est les gars, essayer de faire un exploit personnel. Et Ben Arfa, il est capable de le faire. Donc franchement, on sait que sur un ballon, un demi-ballon, il est capable d'exploiter une situation. Voilà. Moi, je pense que c'est un joueur, Ben Arfa, s'il est en confiance, s'il ne se blesse pas, qui peut vraiment faire une belle saison avec les Girondins. C'est tout ce qu'on lui demande à Bordeaux, d'être décisif comme il a été à Rennes, même s'il n'est pas forcément flamboyant dans le jeu. Exactement. Et puis, dès qu'il est arrivé, depuis qu'il est arrivé, il est déjà très bon. C'est pas seulement sur ce match-là où il met un but de très haut niveau. Il avait été bon déjà depuis qu'il est arrivé. Ce qui est intéressant aussi, Nicolas vient de le dire, c'est que physiquement, il est au point, parce que c'était quand même le gros point d'interrogation quand il est arrivé au Girondins de Bordeaux. Est-ce qu'il va être prêt physiquement, vu qu'il n'avait pas beaucoup joué depuis 1 an et demi? Il tient la route. À Rennes, on l'a même vu défensivement faire les efforts. On l'a vu rarement dans sa carrière. Là, pour le coup, c'est à souligner parce qu'il les a fait. C'est provisoire, vous pensez? Non. Comment? C'est provisoire? En tout cas, il est dans l'état d'esprit aujourd'hui. Après, il faudra voir sur le long terme, parce que c'est toujours le problème avec Hatem Ben Arfa, c'est que sur le court terme, la première saison, il fait toujours des choses très très bien. On l'avait vu à Nice notamment lors de sa meilleure saison en Ligue 1. Donc bon, c'est bien aujourd'hui, il faut maintenant voir sur le long terme, mais en tout cas, il est dans l'état d'esprit et surtout, il apporte de la fraîcheur. Et du talent. Et puis, il est très bon en conférence de presse. Aussi. Oui, il est très bon en conférence de presse. Est-ce que c'est ça un match particulier? Alors, il n'aime pas ce genre de questions pour lui à Paris. On sait que ça n'a pas marché à Paris du tout, à l'époque Emery. Est-ce qu'il va avoir un peu au fond de lui un peu de revanche? Je pense, même si il a été à Rennes entre-temps, à Valladolid, mais on sait comment ça s'est terminé avec le président. Je pense que s'il offre la victoire à Bordeaux au Parc des Princes, quand même,
oui, il y aura ce petit sentiment de revanche et il sera content. Il sera content, Hatem Ben Arfa, même si nous, il nous dit que l'important, c'est le collectif. Mais il a raison de le dire. Ça fait partie de son rôle de leader. Il a complètement raison de jouer cette carte-là face à nous. Mais quand on est joueur, qu'on a été compétiteur, qu'on n'a quasiment pas joué un match à Paris alors qu'on était un gros transfert, je pense que si on peut aller les crucifier là-bas, ça fait plaisir. Clément, c'est aussi votre avis? Oui, évidemment. Comme tout athlète de haut niveau, j'ai envie de dire, il ne va pas le montrer, mais évidemment qu'au fond de lui, je pense que même c'est le match de la saison qu'il attend, avec peut-être le match retour au Matmut Atlantique contre le Paris Saint-Germain, contre cette équipe où il a malheureusement traversé, on va dire, dans le désert, alors qu'au début, quand il a été recruté par le PSG, c'était vraiment le mariage parfait. On aurait pu croire à l'époque, et finalement, ça s'est concrétisé par un divorce sanglant. Donc, pour le coup, oui, forcément, il aura de la revanche. Après, c'est pas du tout le même contexte, c'est pas le même entraîneur non plus. On se souvient que c'était Emery à l'époque, et c'était évidemment avec Emery qu'il y avait un gros problème. Là, c'est Tourelle en face, donc on verra bien. Mais oui, évidemment, il y aura un petit sentiment de revanche. 40 secondes pour un petit pronostic sur ce match PSG Bordeaux. Ah ben oui, vous me connaissez, je suis alors moi je vais vous dire ce qui va se passer. Je vais vous le dire maintenant. Juste au score. 1-0 avec un but de Nicolas Depréville, le premier de sa saison. Comme c'est enregistré, ne vous inquiétez pas, on en reparlera Nicolas. Donc victoire de Bordeaux pour Nicolas. Alors là, je vais être beaucoup plus réaliste et beaucoup moins optimiste. Je pense malheureusement une défaite. Alors peut-être pas dans les grandes largeurs, il ne faudrait pas, surtout pour la confiance de cette équipe qui est déjà, on va dire, un peu fragile. Donc malheureusement, je vois une victoire du PSG, on va dire 3-1, quelque chose comme ça. Je les vois bien marqués là-bas quand même. Et ça viendra après le match de Leipzig en Ligue des Champions pour Paris. Si Paris se fait toller, on va dire, pour parler poliment par Leipzig, peut-être qu'il y aura beaucoup de pression sur les épaules parisiennes. On va rester autour de Paris, parce que ça le concerne aussi, pour le deuxième thème du soir, et de Bordeaux pour évoquer Frédéric Longuepé, le président des Girondins. Alors on n'aime pas beaucoup parler de choses qui dépassent le terrain, mais aujourd'hui il faut bien, avec Frédéric Longuepé, qui a été dirigeant au PSG, qui suscite beaucoup de rejet ou de haine, au minimum, de la part des certains supporters bordelais ou des ultras. Il n'a pas beaucoup de, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'il n'a pas beaucoup d'amis en ville, etc. Ouais. Comment est-ce que vous pensez que c'est justifié ? Oui et non. Oui et non, je pense que Frédéric Longuepé a été nommé à un poste qui était un peu trop grand pour lui à la base, où il a, je pense, sous-estimé certains aspects de ce poste, la relation avec les médias, la relation avec les supporters, avec les ultras. Il s'est tout de suite mis ses ultras à dos et derrière, on sait que c'est très compliqué justement de recréer un lien avec ses ultras. Et d'ailleurs, ça va faire 2 ans qu'il est là, Frédéric Longuepé. C'est l'identité d'un club, et voilà, et le dialogue est toujours rompu. Et à juste titre, parce que les ultras ont leur raison et le président aussi. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui travaille bien aussi en coulisses, qui amène des choses au niveau marketing. Le propriétaire, l'actionnaire, lui a dressé une feuille de route pour qu'il essaie d'épurer les finances, que Bordeaux devienne un club sain. Et ça, on ne peut pas lui enlever ça. C'est ce qu'il essaye de mettre en place. Alors, il le fait à sa façon. On voit que depuis l'arrivée d'Alain Roche, il ne parle plus à la presse. Il s'est mis vraiment en retrait. Il a essayé de délaisser un peu ce côté médiatique et de le redonner à Alain Roche. C'est compliqué quand même pour lui, ça doit être difficile à vivre quand même. Est-ce qu'il fait tout mal, Clément Carpentier? Alors pas vous, mais Frédéric Longuepé, est-ce qu'il fait tout mal? Je vous pose la question. Moi je sais pas, je vous pose la à vous de juger. Est-ce qu'il fait tout mal? Parce que c'est un peu schématique de dire qu'il fait tout mal quand même. Non, il fait tout mal. C'est une vaste question, je pense pas. Mais le problème, c'est qu'en fait, il ne pourra pas y avoir de retour en arrière. Et c'est peut-être là ce qui est dommageable. Et je parle pour le club, là. Je ne parle ni des ultras, ni de Frédéric Longuepé, ni d'une autre personne. C'est vraiment dommage pour le club parce que c'est l'image aussi qu'on renvoie. Et l'image, elle est catastrophique depuis 2 ans et que le club a été racheté. Déjà qu'avant, c'était compliqué sur la fin de l'ère M6. Là, avec les Américains, vraiment, ça s'est dégradé. Et en fait, on a l'impression que ça ne changera pas tant qu'il sera là. Alors après, est-ce qu'il fait tout bien ou tout mal? Je pourrais pas juger, mais... En tout cas, c'est pas une bonne chose pour le club. Après, faut lui quand même. Moi, je lui reconnais une chose, c'est qu'aujourd'hui, il a décidé de mener une certaine politique, et c'est ce que certains auraient dû faire il y a très longtemps. Alors évidemment, c'est pas très bien, et forcément, un plan d'austérité, tout ce qui se passe aujourd'hui, forcément, ça donne des critiques, mais il faut le faire. Il faut passer par là si un jour Bordeaux veut retourner dans un cercle vertueux. Et au moins aujourd'hui, il essaye de faire ça. Alors après, c'est plus sur la manière qu'il faudrait discuter des choses avec Frédéric Longuepé. Sur le fond, c'est le côté humain. Et quand le public reviendra dans les stades, peut-être en début d'année plutôt possible, on imagine mal la colère des ultras être redescendue. Non, mais elle ne redescendra jamais. Clément, donc il n'y a pas d'issue en fait. Non, il n'y a pas d'issue, je pense pas. Point de non-retour, il a atteint depuis bien longtemps. Et puis les ultras, voilà, c'est leur créneau. On ne veut plus de Frédéric Longuepé à la tête du club. Sauf que le président garde la confiance
confiance de King Street et que King Street a visiblement pas envie, qui est le propriétaire, et King Street n'a pas envie pour l'instant de donner raison aux ultras et de se désavouer en évinçant Frédéric Longuepée. Le maire de Bordeaux voulait son départ. Ouais, on l'entend beaucoup électorale, mais Pierre Olmier, qu'on n'entend plus du tout demander le départ de Frédéric Longuepée parce qu'il sait que si c'est pas lui, c'est un autre, et globalement, c'est le même modèle de foot business que lui il aborde en général. La mairie n'a aucun droit de regard sur la présidence du club. Il y a un propriétaire, c'est son club qui a mis 100 millions sur la table, qui met 30 millions encore cet été pour son club. Et donc, je sais pas, mais si je viens dans votre maison et que je vous dis que votre commode elle est pas belle, vous n'allez pas changer votre commode. Non, vous n'avez pas de bout, donc ça va pas me déranger. C'est vrai que je suis très mauvais en déco après. Mais Clément a raison, il y a quand même un propriétaire qui a sauvé les Girondins, et Frédéric Longuepée, j'imagine, a convaincu le propriétaire de mettre de l'argent. Oui, ça c'est sûr. Alors après, je suis pas sûr que le propriétaire il s'y retrouve au bout du compte, ça c'est autre chose. Mais bon, en tout cas, ça a permis de sauver le club, on va dire, cet été. La seule chose qui peut se passer maintenant, c'est une cohabitation pacifique. Mais alors ça, c'est difficile d'y croire. S'il y a des bons résultats, évidemment, ça aidera. Donc évidemment, je pense que Frédéric Longuepée a brûlé un petit cierge pour que Jean-Louis Gasset et Alain Roche fassent du bon travail et obtiennent des résultats, parce qu'évidemment, ça aidera peut-être à continuer la cohabitation pacifique, je le dis, mais ça ne sera qu'une cohabitation. Donc ça n'ira pas plus loin. Autre cohabitation pacifique, je ne suis pas certain, pour aborder l'équipe de France féminine. Troisième débat du soir, messieurs, avec la Charentaise d'adoption. Elle a effectué toute sa carrière ici en Charente, à Angoulême, Soyons Angoulême, Corinne Diacre, qui est en conflit ouvert. Alors là, on ne parle plus de conflit fermé, avec ses joueuses, avec certaines de ses joueuses, soyons précis, notamment Amandine Henry, future ex-capitaine. On ne sait pas trop. Est-ce qu'elle est fautive, Corinne Diacre? Oui, je pense. Enfin, en partie. Après, moi, je fais partie de ces gens qui pensent que dans le sport de haut niveau, la force d'un groupe, c'est l'état d'esprit qui dégage. Et techniquement, les joueuses se valent, les joueurs se valent. Mais par contre, là où Didier Deschamps était très fort, par exemple avec l'équipe de France masculine, c'est qu'il a su créer un groupe, il a su écarter des fois les meilleurs joueurs et composer avec des joueurs qui allaient lui apporter satisfaction dans certains rôles. Et si Corinne Diacre se barre complètement de tous ces cadres, de toutes ces joueuses majeures, je ne vois pas comment l'équipe de France peut remporter un trophée. Est-ce que c'est aux joueuses de dicter la loi d'une équipe? Mais je pense que c'est un dialogue. Et pour que les joueuses sortent dans la presse, c'est qu'il doit quand même y avoir des choses qui se passent au niveau du management. On ne risque pas sa carrière en équipe de France comme l'a fait Amandine Henry parce qu'il ne se passe rien derrière. Vous êtes d'accord, Clément? Pas vraiment, parce que je trouve qu'il y a la méchante d'un côté et les gentilles de l'autre. C'est un peu ce qu'on présente aujourd'hui dans la presse et dans les médias. Et je trouve que c'est un peu dur pour Corinne Diacre. Elle a fait ses choix de sélectionneuse, elle mène son équipe comme elle a envie de la mener. De toute façon, le seul chose au final, c'est le résultat. Alors en effet, elle fait quart de finale de la Coupe du Monde chez elle. Donc là, elle ne l'a pas. Après, elle a le maintien de la confiance de sa fédération. Elle continue. Donc après, elle fait ses choix, peu importe. Didier Deschamps, quand il a décidé de ne plus prendre Karim Benzema, on lui est tombé dessus, mais pas autant que Corinne Diacre d'ailleurs. Mais voilà, il a maintenu son groupe. Et c'est surtout que, à mon avis, moi, ce qui me dérange un peu, c'est de mettre ça sur la place publique comme ça. Moi, je trouve ça. Vous réglez les choses, comme elle dit, Corinne Diacre, on règle ça cette semaine, l'une en face de l'autre. Et puis si les joueuses le font, c'est justement que ça ne va pas. Et je veux dire, là c'est pas le problème d'un joueur comme ça pouvait l'être avec Deschamps. Le problème, c'est que vous avez un noyau dur de joueuses de Lyon. Oui. Après, il faudrait parler de ces joueuses qui font un peu ce qu'elles veulent, qui choisissent carrément l'entraîneur qu'elles ont envie. Voilà, c'est vrai que ça se passe très bien, par exemple, avec les Bordelaises, et que Corinne Diacre n'a pas du tout un mauvais relationnel. Mais moi, je vous parle de futur, de projection. Comment vous voulez que Corinne Diacre reste sélectionneuse et qu'elle fasse confiance aux joueuses qui sont les meilleures joueuses de France, Wendy Renard, Amandine Henry, et qu'on aille gagner un titre derrière? Ça ne va pas être possible. Donc au bout d'un moment, la cohabitation, là encore, on peut parler de cohabitation, ça va se faire, mais moi je vous dis qu'avec cette ambiance-là et avec ce qui se passe, la France ne gagnera pas de titre. Pour moi, c'est impossible dans le sport de haut niveau. Alors qu'est-ce qu'il doit faire, Noël Le Graët? Virer la sélectionneuse? C'est à lui de voir comment il peut continuer. Qui a rappelé 3 Bordelaises d'ailleurs dans cette équipe de France. On va voir comment ils vont faire pour cohabiter. Après, au bout d'un moment, s'il décide de choisir sa sélectionneuse, il faut qu'il y aille à fond. Et là, pour le coup, il faudra soutenir sa sélectionneuse quand elle écartera des Lyonnaises. Les Lyonnaises, on dit que c'est les meilleures joueuses du monde. Il faudra voir aussi ce que ça donne dans les prochains mois. Ils ont peut-être gagné la Ligue des Champions, mais je rappellerai que samedi dernier, ils ont perdu contre le PSG et que Amandine Henry, Wendy Renard, ils commencent à avoir un certain âge. Quand j'entends aussi l'ancienne gardienne qui a déclaré, ou en tout cas, je fais confiance à mes collègues de la presse écrite, dire qu'elle ne veut plus revenir en équipe de France parce qu'il y a Corinne Diacre. Et puis finalement, 3
semaines, un mois plus tard, quand une de ses copines commence à parler et à mettre la pression, j'ai jamais tenu ces propos-là, je suis prêt à revenir Si on demain. m'appelle, je reviens. Donc au bout d'un moment, il faut savoir tenir une ligne directrice, il faut savoir avoir un peu de courage, comme on dit. Bon, Amandine Henry, elle en a eu pour en parler, mais voilà, j'ai un peu de mal avec. T'aimes pas les Lyonnaises, quoi. T'aimes pas Lyon. Non, mais c'est pas que j'aime pas les Lyonnaises, c'est que je n'aime pas cette présentation de. Il y a une méchante d'un côté et les gentilles de l'autre qu'on fait aujourd'hui. Faut C'est un à peu un moment trop manichéen, donné, il y a un juste milieu. Quand j'entends que les Lyonnaises, elles sont pas contentes parce que pendant la compétition, elles ont eu des restrictions parce qu'elles n'ont pas eu le droit de faire ci, pas eu le droit de faire cela. Excusez-moi, c'est le haut niveau. Vous jouez une Coupe du Monde, vous pouvez pendant un mois et demi vous focaliser sur un objectif très important pour votre pays et votre équipe de France. Donc au bout d'un moment, c'est ça le haut niveau. C'est ça le haut niveau, c'est de pouvoir justement faire ça sur un mois, quoi. Vous l'avez mis en colère. Non, mais la pointe de fer, visiblement, on les aime pas, les joueuses. Bah Il faut pas de sélectionneur ou sélectionneuse un peu trop rigide, Nicolas. Je pense que l'équipe de France féminine, je pense que d'ailleurs, les générations évoluent. Je pense qu'on ne peut pas avoir le même management qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Les jeunes qui arrivent ont d'autres modes de vie aussi qu'il faut composer avec ça. Et c'est vrai que Corinne Diacre doit peut-être assouplir un petit peu son management. Mais je pense que les efforts ils doivent être faits des deux côtés. C'est-à-dire que les joueuses doivent engager le dialogue avec Diacre parce que si elles vont à la rupture totale, ça ne sera pas bénéfique pour elles. Et de son côté, Corinne Diacre, si elle veut aller au bout de son projet et donc gagner un titre, elle doit absolument faire un pas aussi vers les joueuses. Donc il va falloir discuter, mais il va falloir le faire vite pour préparer du mieux possible cet objectif. Et avec ce week-end, vendredi, me semble-t-il, un match de l'équipe de France à Guingamp contre l'Autriche. Oui, je crois, de match mémoire. très important. Et on verra sur le terrain si l'ambiance nauséabonde en coulisses prive ou non les Bleus d'une performance attendue et importante ce week-end. C'est dans le cadre des éliminatoires de l'Euro. Dernier thème du soir, dernier débat, la Coupe de France, l'épreuve mythique du foot français, historique, plus que centenaire, est-elle en danger cette saison? Alors, Covid-19 oblige, 8e tour, 32e de finale, déjà décalé, a priori en janvier ou février, si la situation sanitaire le permet. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a d'ailleurs annoncé qu'elle espérait que le sport amateur reprendrait très vite. Est-ce que la Coupe de France est en danger, messieurs? Oui, moi je pense que oui. En tout cas, dans les autres sports, plusieurs éditions de la Coupe de France ont été annulées. Donc oui, c'est sûr. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les Girondins seront peut-être qualifiés en février ou en mars, du coup. Non, on plaisante bien évidemment. Non, on plaisante. Non, mais c'est vrai que ça va être compliqué parce que c'est vrai que les clubs de National 2 ne peuvent pas s'entraîner. Jusqu'au National, vous avez le droit, vous avez le statut pro, vous pouvez, mais les clubs de N2, N3, R1 ne peuvent pas s'entraîner. A priori, je confesse. Voilà, donc ça veut dire que ces clubs-là ne se seront pas entraînés pendant un mois et demi, 2 mois, que ce sont des semi-pros, donc il faut relancer la machine physiquement et tout ça, et que c'est peut-être dangereux. Aussi au niveau du corps, de lancer ses équipes dès mi-janvier, fin février face à des pros. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Et puis derrière, il va falloir encore une fois tasser le calendrier pour rentrer tous ces matchs. C'est ça qui va être compliqué. Coupe de France en danger, comme dit Nicolas, Clément, pour vous? On parle souvent du calendrier des pros qui est très très chargé. Mais là, pour le coup, on va dire que peut-être que les semi-pros et les amateurs vont avoir des calendriers de professionnels. Ça veut dire jouer tous les 3 jours, jouer le mardi soir ou le mercredi soir. Et là, pour le coup, ça risque d'être compliqué. Donc imaginez, vous avez déjà pas mal de matchs de championnat à rattraper. En plus, vous allez avoir tous ces tours de Coupe de France aussi qui vont arriver entre deux. C'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment en danger parce que, évidemment, si au bout d'un moment ça bloque, je pense que la fédération risque d'enlever des tours de Coupe de France plutôt que d'enlever des journées de championnat. En tout cas, je pense, sans savoir, mais c'est mon avis. Mais c'est vrai qu'au niveau du calendrier, surtout, ça va risquer de poser problème, quoi. Il y a le niveau physique, évidemment, parce qu'il va falloir repartir de l'avant au bout d'un moment, mais je pense qu'au niveau du calendrier, ça risque d'être compliqué de mettre tous ces matchs-là où ils vont avoir des calendriers de professionnels, sauf que ce n'est pas des professionnels, sauf qu'ils n'ont pas le kiné à la fin du match pour récupérer, toutes ces choses-là. Et donc on va risquer des même si en N2, ils ne travaillent pas tous le lendemain. Il n'y a pas que la N2, mais il y a la régionale, il y a tout ça. Mais les clubs de National 2 et de National 3, ce n'est pas les divisions d'avant, la CFA, la CFA2. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sous contrat fédéraux et qui vivent du foot, vraiment, il faut aussi le dire. Je ne sais pas de quel sport parlait Nicolas quand il disait qu'il y avait certains sports qui avaient supprimé tout de suite la Coupe de France. C'était peut-être la solution à faire, malheureusement, au tout début de la saison. C'est des recettes en moins pour la fédération, donc il n'aurait pas aimé. Ce serait dommage si la Coupe de France était annulée. Oui, parce que c'est toujours une fête, la Coupe de France, voir Grandville qui bat Bordeaux à chaque fois. En 32e de finale, début janvier, c'est le fameux match début janvier. Et puis c'est les matchs qu'on aime, 3 janvier, il fait 2 degrés, il y a du vent, de la pluie. Quelques boîtes. Non, mais c'est une belle épreuve. Franchement, c'est une épreuve sublime. Ça permet de voir de belles histoires. Voilà. Même vous allez me faire pleurer là, Nico. Non, mais le niveau est en train de se niveler beaucoup, donc on voit pas mal d'équipes amateurs qui vont taper les pros. Mais non, mais moi j'aime bien cette compétition. Ouais, c'est sympa la Coupe de France, ça change un peu des matchs de Ligue 1 qui sont parfois aseptisés. Là, il y a des choses, des stades nouveaux, de belles images, des mecs frais, sympas qui viennent parler au micro, c'est sympa.
Eh bien, on en reparlera de cette Coupe de France 2020-21. On espère bien évidemment qu'elle se poursuivra. En tout cas, 8e tour et 32e de finale, d'ores et déjà décalés en janvier et février. On rappelle que les 32e de finale, normalement, devaient se dérouler début janvier, avec souvent l'élimination des Girondins de Bordeaux à Granville à l'occasion. Comme l'a souligné Nicolas Paolorsi. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu sur ce plateau. Clément Carpentier également. Nicolas. Merci, journaliste à 20 minutes pour vous, Clément, à RMC Sport. Pour Nicolas, à très bientôt. On rentre au vestiaire. Ciao, ciao. À mardi prochain.